Feux rouges, embouteillages, la conduite en milieu urbain est une succession d'arrêts et de redémarrages. Ces coups de frein répétés brûlent du carburant et surtout produisent de la chaleur. Une énergie qui aujourd'hui part tout simplement en fumée. Pourtant, il existe un moyen de la récupérer. À l'heure de la transition énergétique, une technologie ancienne mais éprouvée fait son grand retour. Les jantes sont brûlantes. Pas étonnant. Avec tous ces bouchons, on n'arrête pas de freiner. Salut, soyez les bienvenus dans Xenius. Bonjour à tous. Cette chaleur qui se dégage du Xenibus, c'est du pur gaspillage. Au moment du freinage, lorsque les plaquettes frottent sur le disque, l'énergie du mouvement, appelée énergie cinétique, est convertie en énergie thermique et elle se disperse dans l'atmosphère, alors qu'on pourrait l'utiliser pour continuer à faire rouler notre Xenibus. Eh oui, l'énergie de freinage peut être stockée puis restituée au redémarrage. Et c'est un principe qui peut être appliqué à bien des domaines. Regardez plutôt. On passe de 0 à 70 km/h en 2 secondes pour foncer droit sur le looping. Dans les parcs d'attractions, les montagnes russes lancées battent tous les records. Cette performance, elles le doivent à ce dispositif, le volant d'inertie. Un disque en rotation sur un axe qui libère des forces phénoménales. Johann Klimfinger, ingénieur, est fasciné par cette technologie. Et c'est aussi un grand amateur de manège à sensations. La catapulte de lancement, de 20 mètres de long, fonctionne par induction électromagnétique. Le volant d'inertie, qui va l'alimenter en énergie, est stocké juste à côté dans un conteneur. Allons regarder ça de plus près. Combien il pèse? 2,3. 2,3 tonnes. Le volant est mis en rotation. Un générateur transforme l'énergie cinétique en énergie électrique, ce qui crée un champ magnétique le long de la rampe de lancement. Le volant a atteint sa puissance maximum, 1500 tours par minute, du concentré d'énergie pour le décollage. C'est ce qui va propulser la nacelle. Ça y est, c'est parti. Un vrai boulet de canon! Super! Et voilà le tournant, la vrille, et maintenant, freinage sans friction avec un frein électromagnétique. L'énergie de freinage est à son tour transformée en énergie électrique. Et c'est cette énergie qui va permettre au volant d'inertie de se recharger. Le parc d'attractions réalise ainsi d'importantes économies. Le fournisseur d'énergie était trop cher. Alors c'est cette solution qui a été retenue, la récupération de l'énergie de freinage dans le volant d'inertie. Cette technique a permis de diviser par 2 les frais d'électricité. Pour résumer, le volant d'inertie est une masse en rotation sur un axe stable, comme une toupie. Le lancement est assuré par un moteur électrique alimenté à l'énergie de récupération. Par le biais de la rotation, le volant d'inertie emmagasine de l'énergie cinétique. Et cette énergie est transformée en électricité. Un procédé très efficace, au champ d'application extrêmement vaste. C'est tout simple en fait. Mais cela mérite quand même quelques explications. Nous savons tous faire tourner une toupie. Et là, je me tourne vers Adriane, plus calée que moi en physique. Comment cette toupie fait-elle le plein d'énergie? Elle se charge grâce au mouvement rotatif de la toupie, ce qu'on appelle la force ou l'énergie cinétique. Mais comment on la récupère, cette énergie? Pour cela, il faut un générateur. Ça peut être la dynamo d'une bicyclette, par exemple. Mais le problème, c'est que l'énergie se dissipe à cause du frottement sur la table et aussi avec l'air.
La toupie se met à tanguer et elle va finir par s'arrêter. Pour résoudre ce problème, consultons un expert. Thilo Engelmann est physicien. Il met au point des accumulateurs d'énergie par volant d'inertie et il étudie de nouvelles applications de cette technique. Quels sont les domaines où les volants d'inertie peuvent être mis en œuvre? À chaque fois qu'il faut beaucoup d'énergie de façon ponctuelle. C'est le point fort des volants d'inertie. Les batteries n'ont pas cette capacité, cette rapidité de réaction. C'est cela. On ne peut pas les charger et les décharger aussi vite. Nous avons apporté un autre jouet. Je range mes toupies. Ce sont des autos à volant d'inertie, c'est-à-dire des petites voitures à friction. Voici le volant d'inertie. Quand on fait ça, on voit que le volant tourne. J'en lance une. Et voilà. Ça va sûrement rappeler des souvenirs à certains. Comment ça marche? Nous avons ici le volant d'inertie, qu'un engrenage relié aux roues motrices. Et si je frotte la voiture sur la table, le volant prend de la vitesse et emmagasine de l'énergie. Cela permet à la voiture de rouler plus longtemps et plus régulièrement. J'aimerais bien faire une expérience. Que se passe-t-il si l'on envoie cette petite voiture en terrain escarpé? Trois, 2, 1, c'est parti. Génial, c'est exactement ce que je voulais. Non pas qu'elle parte dans le décor, mais qu'elle remonte la pente, ou presque. En descendant, la voiture stocke l'énergie de freinage, ce qui lui permet de remonter de l'autre côté. Mais pas jusqu'en haut. Il y a donc une déperdition d'énergie. Regardons ça d'un peu plus près. Sans volant d'inertie, si je lançais la voiture d'ici, elle descendrait très vite. En se chargeant, le volant d'inertie freine la voiture qui descend. Et que se passe-t-il quand elle remonte? D'où vient la déperdition? Il y a d'une part le frottement de l'engrenage, celui des roulements et le frottement d'air, lié à la rotation du volant. Mais j'imagine que vous avez sûrement une solution pour y remédier. Bien sûr, je vais vous montrer. Le volant d'inertie est une invention géniale, mais qui n'a rien d'une nouveauté, puisqu'il existe déjà depuis les années 1950. Et Émilie et moi, on vous propose un petit voyage dans le temps. En ce temps-là, des véhicules appelés gyrobus roulaient en Suisse et en Autriche. Leur force motrice? Un volant d'inertie d'1 tonne. Une fois les bus lancés, l'énergie du volant d'inertie leur assurait plusieurs kilomètres d'autonomie. À chaque arrêt, des perches électriques permettaient de recharger le volant d'inertie et de le faire tourner. L'Allemagne a elle aussi connu des autobus à volant d'inertie, à Munich et à Brême. Mais aujourd'hui, ils sont au musée. Pourtant, dans les transports en commun, cette technique aurait toujours sa raison d'être. Avec une caméra infrarouge, on voit bien comment l'énergie de freinage se transforme en chaleur pour s'évaporer purement et simplement. Des températures dépassant les 100 degrés ne sont pas rares. Quel gaspillage! À Zwickau, en Allemagne, on a décidé de tirer profit de cette énergie perdue. Certains trams ont été équipés de volants d'inertie. Habituellement, lors du freinage, les moteurs électriques des rames produisent de l'énergie qu'ils redirigent vers le réseau via les caténaires. Avec un volant d'inertie, une plus grande partie de l'énergie de freinage peut être récupérée. Le système peut ainsi produire 200 000 kWh par an. Par rapport aux montagnes russes et aux gyrobus, la technique utilisée à Zwickau présente un avantage considérable. Les volants d'inertie sont beaucoup plus légers. Ils
ils font tout juste 165 kilos. Leur secret, ils ne sont pas en acier, mais en fibre de carbone. Enduits de résine époxy, ils sont enroulés en anneaux et compressés. Ce qui donne des volants d'inertie plus légers, plus rapides et plus efficaces que les modèles à disque d'acier. Retrouvons Émilie, Adrian et Thilo Engelmann, concepteurs de volants d'inertie. Lui aussi a adopté la fibre de carbone. Pourquoi la fibre de carbone plutôt que l'acier? Je vous en ai apporté un rouleau. C'est très léger, 3 fois plus résistant à la traction que l'acier et c'est 4 fois moins lourd. Et comme c'est plus léger, on peut le faire tourner plus vite. Absolument. Je l'ai cassé. Et oui, ça ne résiste que dans un sens. 2 facteurs doivent être pris en compte. On le voit avec le volant ou la toupie. Il y a la vitesse et la masse. Mais ce qui compte surtout, c'est la vitesse. Si je multiplie par 2 le poids de ce volant d'inertie, il va pouvoir stocker 2 fois plus d'énergie. Mais si je le fais tourner 2 fois plus vite, il pourra en stocker 4 fois plus. Ce qui compte, c'est donc la vitesse. Là, on insère un rotor dans son logement. Tu as vu, Émilie? La paroi du rotor fait au moins 2 cm d'épaisseur. Tout à fait. Et combien il pèse? Un rotor pèse dans les 60 kg. On peut en voir un d'un peu plus près? Volontiers. Nous en avons un prévu pour ça. Ah, ça devient comme ça? Et ça va à quelle vitesse normalement? À plein chargement, quand le rotor est à sa vitesse maximum, on atteint environ 3000 km/h. C'est à peu près 3 fois plus vite qu'un avion de tourisme et plus de 2 fois la vitesse du son. Et ça, qu'est-ce que c'est? Avec tous ces tuyaux, on dirait le cœur de la machine. C'est bien vu. C'est l'enceinte du moteur. Le moteur est installé à l'avant. Le voici. Il fait aussi office de générateur. Et ça, c'est le palier magnétique actif, des aimants qu'on dispose à l'arrière du moteur. C'est un peu abstrait là. Comment ça marche tout ça? Une des particularités, c'est le couplage moteur-générateur. Le moteur électrique fait tourner le rotor à très grande vitesse et il peut aussi y puiser de l'énergie. Donc cette partie du moteur se trouve ici, à l'avant, c'est ça? Non, à l'intérieur. Là-dedans? Exactement. Et le rotor vient par là? Oui, c'est ça. Il est placé juste au-dessus. D'accord, donc on a les aimants, le moteur, le rotor, le tout dans une enceinte en métal. C'est cela, oui. Je crois que je vais en monter un chez moi. Je commence à comprendre. Et le problème du frottement qu'on évoquait tout à l'heure, vous l'avez résolu? Oui, avec les paliers magnétiques qui maintiennent le rotor en lévitation. Il n'y a plus ni frottement ni contact. Sans palier magnétique, ça ne marche pas. C'est bien cela. Une fois qu'on a donné une impulsion à ce jouet, il peut tourner pendant 10 minutes. Et ce, grâce à un aimant qui maintient le volant d'inertie en suspens. Un principe applicable aussi à de plus grands volants. Dans la ville de Torgau, en Saxe, une entreprise a mis au point ce prototype. D'un poids de 600 kg, il tourne sans contact grâce à un système d'aimant. Frank Werfel, qui est physicien, nous explique le principe sur une construction similaire. Les forces magnétiques sont si élevées qu'elles supportent facilement mon poids. Ça fonctionne pratiquement sans frottement. Cela montre bien que nous autres humains, qui faisons quand même notre poids, nous pouvons l'éviter.
et ce, dans un sens comme dans l'autre. C'est d'ailleurs le gros avantage des paliers magnétiques. Ils n'ont pas de direction attitrée et peuvent tourner dans les deux sens. L'entreprise produit également des supraconducteurs. Refroidis à très basse température, ces matériaux permettent de transporter le courant électrique pratiquement sans déperdition et expulsent le champ magnétique. Un aimant peut ainsi flotter sans frottement au-dessus du supraconducteur. Une particularité qui peut être utilisée avec les volants d'inertie. Nous sommes aujourd'hui à même de construire des systèmes de stockage à volant d'inertie dont la déperdition d'énergie est de l'ordre de 5% par jour à peine. Ils sont donc tout indiqués pour stocker selon un cycle jour-nuit. Ils fournissent l'énergie très rapidement et n'attendent plus qu'une application. Ils sont très compacts, robustes et nous connaissons exactement leur capacité. Ces accumulateurs pourront être couplés à des câbles électriques supraconducteurs. Bientôt, grâce à ces câbles, nous pourrons sans doute transporter l'énergie électrique depuis les parcs éoliens en mer du Nord jusqu'en Bavière sans aucune déperdition. C'est une véritable révolution qui se prépare dans l'électrotechnique. Voilà. Nous voici à l'intérieur du conteneur. Ce que vous voyez là, ce sont 28 accumulateurs à volant d'inertie. Un conteneur comme celui-ci fournit un total de 600 kW, un peu plus qu'un demi-mégawatt. C'est beaucoup, j'imagine. Oui, ça fait beaucoup d'énergie. Et elle vient d'où, l'énergie que vous stockez ici? Du réseau. En cas de besoin, cet accumulateur permet de pomper très vite de l'énergie sur le réseau. Et inversement, s'il faut rapidement ajouter de l'énergie au réseau, cet accumulateur peut en fournir très vite. Et pourquoi faut-il réguler le réseau électrique de cette manière? Le réseau électrique est en équilibre instable. Il faut veiller à tout instant à ce que la production et la consommation s'équilibrent. Or, cela change tout le temps. Si vous mettez une machine à laver en marche, cela fait monter un peu la consommation. Par contre, si une éolienne se met à tourner plus vite, c'est la production qui augmente. On est constamment à la recherche de l'équilibre. Et c'est là que ce genre d'accumulateur entre en jeu. Et sans cette technologie, comment on fait? Ce sont les centrales qui s'en chargent. Si l'on a besoin de plus de rendement, elles peuvent tourner à des puissances élevées et produire un peu plus. Et s'il y a trop d'énergie sur le réseau, il faut vite la retirer. On décélère alors un peu. Le problème avec ces centrales, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Même les jours où nous aurions suffisamment d'énergie éolienne ou solaire, les centrales doivent quand même continuer à tourner, même si l'on n'a pas besoin d'énergie, uniquement pour maintenir l'équilibre sur le réseau. Mais justement, les centrales ont parfois du mal à limiter leur production. L'excès d'électricité sur le réseau est donc récurrent. Qu'est-ce qu'on en fait? L'excédent est vendu, à perte dans le pire des cas. Il arrive que les acheteurs encaissent même de l'argent en plus. Et comme on ne peut plus le stocker en Allemagne, il est souvent exporté. En clair, la mise en place des énergies renouvelables dépend surtout de notre capacité à stocker du courant. À un moment, ce sera inévitable. Au cours de cette émission, nous avons vu plusieurs applications possibles du volant d'inertie. En voici une dernière, et vous allez voir, ça décoiffe. À plein régime sur le Nürburgring, ici comme ailleurs, ce véhicule hybride a plusieurs victoires à son actif. Son secret, sur l'essieu avant, des moteurs électriques sont alimentés par un volant d'inertie. À chaque fois que le véhicule freine, cela fait tourner le volant d'inertie jusqu'à 40 000 tours par minute, soit
200 chevaux supplémentaires pour le bolide. En appuyant sur un bouton, le pilote peut libérer cette énergie et booster les performances du véhicule pendant quelques secondes. L'énergie récupérée lors du freinage est stockée dans le volant d'inertie. Hartmut Christen, du département recherche et développement de cette écurie, nous explique. Nous utilisons cette énergie pour améliorer l'accélération. Nous n'augmentons pas la vitesse maximale. Nous avons constaté que ce n'était pas la bonne technique. C'est aussi un moyen de soulager un moteur conventionnel de façon ponctuelle, ce qui ferait baisser la consommation d'essence. Je dirais que l'idée centrale, c'est de trouver la combinaison la plus utile au conducteur qui l'utilisera à sa convenance. Et c'est précisément ce dont nous voudrions faire profiter les véhicules de tourisme ordinaire. L'idée n'est pas de rouler pied au plancher, mais d'optimiser sa consommation. Le SREC, système de récupération de l'énergie cinétique, a été utilisé en Formule 1 jusqu'en 2013. Il existe 2 variantes, l'une utilisant une batterie, l'autre un volant d'inertie. En F1, quand il s'agit de vitesse maximale, chaque gramme compte. La variante à volant d'inertie ne pesait que 18 kg, mais elle apportait jusqu'à 100 chevaux en plus. Cependant, la tension électrique générée posait problème. En cas d'erreur dans l'unité de commande, la tension pouvait atteindre 20 000 volts. Or, depuis 2014, cette tension ne doit pas dépasser 1000 volts. Le volant d'inertie est pourtant considéré comme sûr, en dépit des sollicitations colossales. Les petits cylindres tournent à plus de 100 000 tours par minute. Le rotor se compose de plusieurs centaines de feuilles métalliques très minces, superposées, collées et maintenues par un axe mécanique. Ce rotor tourne à plein régime et il est enfermé dans le stator, la partie fixe. Donc, en cas d'incident, cela produirait de petits copeaux de métal qui resteraient à l'intérieur du moteur. Ils ne seraient pas projetés en dehors de la machine. Outre la sécurité, les volants d'inertie présentent un avantage substantiel par rapport aux batteries. En Europe, la voiture électrique est plus que jamais d'actualité. Et l'enjeu, c'est la batterie, le stockage de l'énergie. C'est-à-dire le stockage à court terme de l'énergie de freinage et de l'énergie d'accélération qui sollicite sérieusement la batterie. Alors, en installant un petit accumulateur entre les deux, je peux augmenter sensiblement la durée de vie et la résistance de la batterie. Les ingénieurs en sport automobile sont du même avis. Le processus de charge génère des courants élevés. À la longue, une batterie ne tient pas le coup. Le volant d'inertie est plus indiqué. C'est l'un des aspects. D'un autre côté, le volant d'inertie a une durée de vie quasiment illimitée. Un autre aspect très important pour nous, c'est qu'il se compose de matériaux presque entièrement recyclables. Les constructeurs automobiles, eux, considèrent les volants d'inertie avec scepticisme. Jusqu'à présent, un seul a testé ce système. Il s'agit d'une configuration où le volant d'inertie en rotation, au moyen d'un engrenage spécial, bascule mécaniquement l'énergie stockée vers l'essieu arrière. Le moteur à combustion, qui transfère sa puissance sur l'essieu avant, est désactivé pendant le freinage. Mais malgré tous ces efforts, la technique du volant d'inertie ne parvient toujours pas à s'imposer dans le secteur automobile.
Et c'est très dommage, parce qu'on a bien vu à quel point elle est efficace. Ce serait une bonne idée d'en équiper les bus en ville, vous ne trouvez pas? Je suis bien d'accord. Démarrer, s'arrêter, redémarrer, c'est leur lot quotidien. Ils freinent donc tout le temps, cela gaspille une énergie folle. Quand on sait qu'on peut la récupérer, ce serait bête de s'en passer, non? Gardez le contact, ne lâchez rien, et à bientôt. À la prochaine. Salut! Attention, elle tombe.